Salut à tous, bienvenue. Si vous voulez en savoir plus sur la chambre de commerce franco-israélienne, eh bien restez avec nous. Nous avons le plaisir d'accueillir son président, Daniel Roach. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Daniel Roach, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que nous vous recevons à Tel Aviv, dans les studios de Qualita. On est ravis de vous accueillir. Merci. Voilà. Alors, la Chambre de commerce, une institution qui existe depuis 60 ans, qui a été créée par, on va dire, des gens importants qui ont eu de grandes missions dans l'économie israélienne. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu d'histoire avant de faire un petit tour pour ce qui arrive aujourd'hui concernant la Chambre de commerce France-Israël? C'était la belle époque de la précréation de l'État d'Israël. 10 ans après la création de l'État d'Israël, c'est la famille Racine qui lance la création de la Chambre de commerce Israël-France à Tel Aviv. C'était des industriels très présents dans le domaine de l'énergie, du pétrole et autres, qui ont changé une partie de la face d'Israël sur le plan énergétique. Ensuite, il y a eu tout un ensemble de présidences autour du monde bancaire, donc, qui ont énormément marqué l'un des patrons de la banque Discount. Et ensuite, il y a eu toute une lignée qui tournait autour du monde de l'automobile. Ça a été Renault, Peugeot, Citroën, ça a été par la suite. Il y a eu également Alfred Akirov qui a bâti en tous les cas les tours Akirov à Tel Aviv et le quartier Mamiya à Jérusalem. Et nous avons également toute une lignée de personnalités qui ont participé à l'aventure franco-israélienne. Très simplement dit, la Chambre de commerce a été le lieu, le cœur d'action, le cœur de réaction des milieux d'affaires franco-israéliens, avec toujours un savoir-faire qui a été cumulé au fur et à mesure des années, avec des hauts et des bas, bien entendu, que pour une association de chambres de commerce. Mais globalement, la Chambre de commerce est une institution de la relation France-Israël. Alors, est-ce que aujourd'hui, la Chambre de commerce aide des entrepreneurs francophones? Est-ce qu'elle a une mission identique à celle de sa création? Est-ce que sa mission a évolué? Alors, l'évolution a été absolument radicale parce que quelques années après la Chambre de commerce Israël-France à Tel Aviv, également en France, à Paris, a été lancée la Chambre de commerce France-Israël, qui a été menée pendant des années. Ensuite, il y a eu des établissements de la Chambre de commerce, il y a eu des régions qui ont voulu avoir également leur Chambre de commerce. Donc il y a Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg et autres. Mais globalement, la Chambre de commerce a émergé du côté français pour aider les entreprises françaises à travailler ici en Israël. Et du côté israélien, à aider les chambres, à aider les entreprises israéliennes à découvrir le potentiel français. Donc l'objectif numéro 1 de la Chambre de commerce Israël-France, ce n'est pas d'aider principalement les francophones, c'est d'aider le tissu industriel israélien à découvrir le monde des affaires français, francophones. Dans l'autre sens. En fait, dans le conseil, pour être très concret, dans le conseil d'administration de la Chambre de commerce Israël-France actuellement, on est à 50-50. On a une partie des entreprises françaises qui sont leaders ici en Israël, Tel Aviv et ailleurs, et on a des entreprises israéliennes qui exportent vers la France, qui ont investi, qui connaissent très bien le tissu industriel français. Alors, qu'est-ce qu'ils y trouvent, ces entrepreneurs? C'est des liens, de l'aide, de l'entraide, c'est des raccourcis, ce sont des aides financières peut-être, des contacts? En fait, c'est extrêmement simple et les choses ont évolué de manière radicale. Il y a quelques années, pour se déplacer entre Paris et Tel Aviv, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est simple comme bonjour. Il y a énormément de compagnies aériennes, il y a des liens qui existent à travers Internet, Facebook et autres, mais on se rend compte d'une chose qui est indéniable, ça fait partie de la vie. Les gens doivent se rencontrer, se serrer la main. Ils doivent se rencontrer physiquement. Donc concrètement, la Chambre de commerce Israël-France à Tel Aviv, lorsqu'il y a des délégations d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires français qui viennent ici en Israël, nous sommes là pour ouvrir les portes, l'adresse et organiser des événements communs. Donc on a fait des événements qui sont même communs, mais qui sont devenus très célèbres.
Lorsque Emmanuel Macron est venu ici en Israël, nous avons été avec Dan Katerivas, qui est le patron des patrons, en fait, ici, pour la partie internationale, nous avons organisé un événement spécial qui a eu lieu à l'université de Tel Aviv, qui était une co-initiative. François Hollande également, c'est nous qui avons mené une grande soirée, il y avait 330, 340 personnes. Ensuite, le patronat et autres, quand ils sont arrivés ici, en Israël, c'est nous qui avons ouvert les portes, serré les mains. Et je peux vous dire que je fais une analogie au président, vous savez, tous ces grands patrons qui dirigent Google, Facebook et autres. Ce sont des gens qui vous disent « Ok, c'est génial les réseaux », même ils sont la main dans Internet, mais ça ne les empêche jamais de venir physiquement se déplacer. Tout le monde sait que sans déplacement, sans regard réel, sans sentir un pays, sentir physiquement un pays, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre. Comment ça se passe. Alors, vous parlez de cet événement avec le président Macron. Est-ce que vous avez été aussi à l'origine de la saison croisée France-Israël et de la rencontre qui a lieu aussi à Paris, dans le salon des technologies, enfin un salon des technologies où Israël était mis à l'honneur. Est-ce que vous avez aussi participé à ce genre de projet? Est-ce que vous avez consulté? En fait, la réponse est oui. Mais je vais être franc avec vous. Allez-y, on se dit tout, allez-y. On me connaît parce que j'appelle un chat un chat. En fait, l'initiative est venue de l'ambassadrice d'Israël à Paris, qui, avec une main de fer et de manière très pertinente, franchement, j'ai été ébloui, elle a voulu que la saison croisée porte la marque de l'innovation. Donc la Chambre de commerce France-Israël à Paris, avec l'équipe de Henri Kuckerman et la Chambre de commerce parisienne, ont été les partenaires de l'ambassade et ont trouvé les financements nécessaires pour mettre en place un très grand événement dans le cadre de l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est l'association Israël Valley qui a été le centre d'accueil technique de cet événement, mais à l'initiative, c'est venu quand même de Paris. De l'ambassade d'Israël à Paris, et ce qui est là où il y a eu un raté, parce qu'il faut appeler ça un raté, quand c'est un raté on le sait, l'événement s'est très bien déroulé, sauf que le jour d'après l'événement, en fait, les gens qui avaient mis en place, ce sont des hommes techniques et des femmes techniques israéliennes qui ont débarqué à Paris avec une exposition qui avait une couleur internationale, en présentant le meilleur d'Israël, mais qui n'était pas à 100% adapté à la culture française. Et ça, je le retrouve de manière permanente. Les Israéliens sont très anglo-saxons dans la manière de développer les choses sur le plan international. Et quand ils arrivent à Paris, ils savent tout. Donc c'est un complexe de supériorité qui est, d'après moi, une marque d'infériorité. Parce que quand on est supérieur, il faut savoir écouter, il faut savoir objectivement poser des questions. Et donc heureusement qu'il y avait le groupe Publicis qui était derrière, qui a fait en sorte que la relation professionnelle, le meilleur d'Israël, soit présentée d'une manière très élégante. Mais sinon, on aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Ça a été. Vous êtes critique. Non, c'est pas critique. Je constate les faits. C'est-à-dire, on se rend compte d'une chose, c'est que quand les grands politiciens israéliens vont à Paris, aujourd'hui, ils ne font pas comme les Français. Les Français font très bien quand ils vont en Inde, quand ils vont en Chine et ailleurs. Il y a toujours une délégation d'hommes d'affaires français qui accompagnent le président, la présidence, etc. Mm-hmm. Quand les Israéliens vont à Paris... Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas pour une raison qui est bizarre. Personne n'arrive à expliquer, et j'essaie pas de comprendre. Mais à chaque fois, vous avez... Pourquoi ? Parce que si j'essaie de comprendre, c'est parce que beaucoup d'Israéliens qui sont à la tête de l'autorité gouvernementale publique ont du mal à comprendre le tissu industriel français, ont un mal fou à comprendre comment ça fonctionne. Donc on est obligé de travailler avec des organisations qui sont plutôt business, civil et autres. C'est pour ça que la Chambre de commerce France-Israël à Paris est très importante et Israël-France à Tel Aviv, parce qu'on permet d'ouvrir des portes qui ne seraient pas ouvertes par les autorités publiques. C'est aussi simple que ça. Donc peut-être vous me sentez critique, mais quand je connais les montants, je ne vais pas les annoncer à la radio parce qu'une partie est confidentielle, je connais les montants qui ont été investis, je le sais à l'euro près, et je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux.
mais il faut toujours penser de manière positive pour le futur. Moi, je suis convaincu que les Israéliens, c'est une capacité israélienne de pouvoir analyser ce qui s'est passé et d'en tirer des conclusions. Donc, je suis certain que dans les prochains pas, à l'avenir, on fera beaucoup mieux. Alors, vous faites plein de choses au sein de la Chambre de commerce. Il y a aussi beaucoup d'annonces et d'offres d'emploi pour ceux qui en ont besoin. Est-ce que un entrepreneur qui débarquerait, qui ferait son alia, par exemple, qui aurait peut-être encore du travail en France ou des intérêts en France, est-ce qu'il est bienvenu à la Chambre de commerce? Est-ce que vous pouvez l'aider de différentes façons? Écoutez, la réponse est oui, mais si c'est quelqu'un qui vient dans les réunions de la Chambre de commerce avec un CV dans la main, les chances sont égales à 0. Ouais, je peux vous le dire parce que c'est pas du tout la manière dont les choses fonctionnent par rapport à la Chambre de commerce. Et je vous donne un exemple très concret. Le 25 mars 2019, à 18h, à la Bourse de Tel Aviv, nous organisons un événement sur l'univers spatial et pourquoi Israël émerge comme une nation spatiale. Et il se trouve que la France a été l'un des pays clés en matière de la coopération dans le domaine spatial. Sans les Français, les Israéliens ne seraient pas au niveau où ils sont, où le CNES a transféré des technologies, des savoir-faire et autres. Donc quelqu'un qui cherche un job, qui est intéressé par le monde spatial et aéronautique et autres, le plateau, il va y avoir l'un des anciens patrons de IAI, un francophone exceptionnel qui va raconter et qui a un réseau superbe. Il va y avoir des ingénieurs français qui vont témoigner, il va y avoir des Israéliens, il va y avoir des professeurs du Technion. Donc la salle est ouverte, il suffit de s'inscrire, on ne demande rien. On s'inscrit juste sur le site de la Chambre de commerce? On s'inscrit, on rentre dans le site israelvalley.com, on regarde, on voit, on a les noms, on s'inscrit, on vérifie que la personne est adaptée à cet environnement. Et c'est tout. Donc, c'est vraiment un tremplin, en tout cas. Oui, et on a fait un événement qui s'appelle Transtech il y a début du mois de mars, le 4 mars. Nous avions 220 personnes qui se sont inscrites. Il y avait des ateliers. On a démarré à 13h30 pile. On a arrêté à 19h30. Il y a eu 21 témoignages. Et dans les couloirs, il y avait, c'était dans les locaux de la Banque Leumi, il y avait un networking permanent. Donc quelqu'un qui est intéressé, qui cherche du boulot, on représente un point de contact qui est très complémentaire de ce qui est fait par Qualita et d'autres organisations. Bien sûr, tout à fait. Donc, mais on va pas organiser. Nous avons organisé des événements spécialement pour des jeunes entrepreneurs. Et je vous avoue, moi, c'est mon deuxième mandat en tant que président ici à Tel Aviv. Ça a été les plus beaux moments que j'ai jamais vécu à la Chambre de commerce Israël-France. Pourquoi ? C'est très simple, vous avez 4 personnes qui sont sur la tribune, qui vous racontent leur itinéraire en Israël. Alors ça aurait pu être banal, mais c'est pas banal parce qu'ils commencent à raconter les vraies difficultés. Il y a un jeu de questions-réponses et moi je les provoque et à la fin ils nous disent l'essence de ce qu'il faut comprendre en Israël pour réussir, pour rentrer dans tel secteur et autres, et ensuite un échange de cartes. On l'a fait plusieurs fois à l'Export Institute, le Machon Haïtzu, l'Export Institute à Tel Aviv. À un moment donné, il fallait fermer la salle, on n'arrivait plus à fermer la salle parce que les gens communiquaient. Ils ont terminé la réunion au bas de l'immeuble, le grand immeuble de Rehov Ameret. Donc le succès pour moi, c'est la qualité de contact entre les parties et ce qu'ils font après, tant mieux pour tout le monde. Et en fait, la Chambre de commerce Israël-France est totalement autonome sur le plan financier. Ce sont des adhérents qui payent, ce sont des événements qui se produisent, c'est des donations dans certains cas, on l'a eu, mais le retour sur investissement, c'est la réalisation d'accords binationaux, de contrats, de mise en contact, de conseils, de montrer jusqu'à quel point les deux parties peuvent être successful en termes de relations. Alors, vous avez parlé succinctement d'Israël Valley, un site, le site de la Chambre de commerce que vous avez créé il y a quelques années, 2006 je crois, donc ça fait longtemps. C'est un site où on trouve une mine d'informations, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas encore, des informations économiques notamment sur Israël, des informations industrielles aussi. Pourquoi vous avez souhaité créer ce site ? Je vais vous dire d'abord sortir de la banalité. Okay. Sortir de la banalité.
je suis une personne, en fait, j'ai écrit le que sais-je qui s'appelle Veille technologique et intelligence économique. Je sais ce que c'est que raconter des histoires, de mentir sur l'information et de ne pas raconter la vraie information telle qu'elle est. La veille technologique et l'intelligence économique, c'est le rassemblement d'informations rassemblées de manière légale et éthique pour donner un sens. Donc le site Israël Valley est un site qui repère l'information et qui élimine la propagande. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est quelque chose qui est complètement fou. Je peux le prouver par les chiffres, je ne vais pas les donner. Vous avez des chiffres aussi, vous pouvez les donner. Non, mais attendez, ça nous intéresse. D'accord, je vais vous donner un chiffre de fréquentation, c'est 1 750 000 personnes de visiteurs uniques. Visiteurs en 2018. Pardon. Non, mais la chose que vous devez comprendre, qui est complètement fou, nous devons être l'un des sites les plus attaqués par des gens, par des hackers. Et c'est un site qui est en permanence attaqué. La raison est très simple, c'est que quand vous avez la bande du BDS qui a envie de casser l'image d'Israël, en fait, nous, on s'en fout du BDS. On donne des informations sur la science, la technologie, les placements d'Israël, les investissements, les accueils, des photos, etc. On n'essaie pas d'expliquer qu'il faut investir en Israël, on s'en fout. On montre ce qui se passe. Et en fait, en montrant la réalité telle qu'elle est avec les hauts et les bas, c'est cette simplicité d'approche qui rend l'attrait de ce site qui est lu par des non-juifs, par des juifs, qui est lu... Et vous avez la catégorie des profils qui rentrent, oui, des jeunes, on des est vieux. des gens... on a deux types de... D'abord, c'est les catégories sociales qui sont les plus élevés en France en termes d'éducation et autres. Okay. Ça, c'est certain, parce qu'on voit les retours de commentaires, des gens qui nous font des commentaires énormes, sans faute d'orthographe en 15 lignes, c'est pas des cris, des hurlements, non, vous avez dit ça, pourquoi? C'est très argumenté. Si vous voulez, c'est une sorte de journal Les Échos, La Tribune, avec des moyens beaucoup plus modestes, qui permet d'expliquer Israël, l'économie, l'industrie, le high-tech. Deuxième point, les gens qui font Israël Valley, parce que c'est là où c'est une recette miracle, souvent ça a été des gens qui ont fait leur doctorat, leur PhD en France et ailleurs, et qui sont des doctorants. Okay. L'un des meilleurs écrivains, c'est un gars qui est professeur actuellement à Philly. Il n'est pas encore à titre de professeur, mais il est à Londres, dans l'une des meilleures universités, qui a écrit pendant des années des articles. Donc les documents, les papiers sont toujours sourcés. Il ne peut pas raconter n'importe quoi parce que sa carrière professionnelle est également derrière. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est un travail acharné de transmission d'informations. Des fois des informations qui existent en anglais, en français ou ailleurs, mais qui sont nettoyées, épurées de toute une phase de propagande où on dit Israël est le meilleur ceci, meilleur cela et autres. Alors, comment vous fonctionnez parce que c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de contenu. Ça nécessite des heures de rédaction, de relecture. Vous avez un comité de rédaction. Vous faites comment? C'est vous qui décidez des sujets ou chacun propose un sujet? Vos contributeurs vous proposent des sujets que vous décidez ou non de mettre en ligne? Je vais vous dire. La recette, elle est très simple. Je lis beaucoup sur ce que font les autres. Okay, je suis tombé sur ce que disait le rédacteur en chef de Libération. Et à un moment donné, il a été obligé de partir de Libération parce qu'il racontait toujours les mêmes salades. Pourquoi? Par rapport à Israël? Non, par rapport à son travail quotidien de journaliste. Donc ce que j'ai appris depuis le début, j'essaie de répondre à votre question de manière précise. Si un jeune de 19 ans, il s'appelle William, je ne vais pas donner son nom de famille parce que souvent ils ont des noms différents dans le site. William a 19 ans, il est intéressé par un domaine particulier, William écrit sur le domaine qu'il connaît, qu'il a envie de partager. Donc on a des équipes, et c'est en tous les cas la force d'Israël Valley. On n'a jamais refusé des gens qui soient totalement différents les uns des autres. Donc c'est eux qui proposent le sujet, c'est eux qui écrivent l'article, et à la fin c'est moi qui corrige, je suis le correcteur numéro 1. Le matin 1h30, et le soir je relis les articles pour voir où sont les fautes d'orthographe, les problèmes et autres. Et nous avons utilisé des professeurs français qui relisent les articles, nous avons pris des experts qui relisent des domaines, et nous tenons énormément compte des commentaires.
Donc les commentaires nous permettent de corriger immédiatement une erreur. Donc on corrige sur le moment pratiquement. Et pour être également simple, nous sommes à la jointure d'un réseau. Et lorsque le groupe Dassault fait des investissements en Israël, lorsque vous avez le groupe Capgemini, ou vous avez le groupe Thales, ou vous avez le groupe Renault, ou le groupe Peugeot, très souvent nous sommes informés 6 mois à 1 an avant. On sait ce qui se trame, ce qui se passe et autres. On ne peut pas le diffuser parce que Israël c'est un pays très sensible. Mais quand l'information est potentiellement sort, Israël Valley est juste derrière parce qu'on sait ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça veut dire et autres. Donc l'objectif c'est de raconter l'éclosion de la Startup Nation d'Israël, de parler de ce côté incroyable qui fait qu'Israël se construit en permanence. Il y a quelque temps, j'ai accueilli des étudiants français ou francophones ou autres ici en Israël. En fait, il y avait très peu de Français. Sur 45 étudiants, il y en avait 5-7. Les étudiants, quand on a fait le débriefing, ils ont été épatés de voir le nombre de grues en Israël. Ouais, bah ça marque toujours. Donc au début, je ne les voyais pas, moi, les grues, parce que quand on est tous les jours ici, tous les jours ou à peu près tout le temps, donc la construction de ce pays, on l'accompagne. Des fois, c'est absolument passionnant de voir ce qui se passe actuellement à Be'er-Sheva. Il y a 20 ans, l'université de Be'er-Sheva était un tout petit truc. Balbutiante, voilà, tout à fait. Ouais, était puis une petite université sympa, du désert, avec Ben Gurion. Ça a bien changé. Aujourd'hui, c'est un univers, et dans 5 ans, on verra des bâtiments qui sont en train d'émerger dans le domaine du cyber. Israël Valley, c'est un site d'accompagnement, d'essayer de compréhension. Et l'une des grandes satisfactions, c'est de voir par exemple le magazine Challenge a sorti un numéro spécial sur Jérémy Bérébi, sur le Technion, etc. Donc les journalistes, la base de leur rassemblement d'informations, c'était Israël Valley, c'est évident. Et c'est tant mieux. Alors, bien sûr, vous avez des objectifs pour le site, parce que après tout, ça fait déjà 12 ans, donc 13 bientôt. Vous aimeriez aller où? Plus loin encore? Une chose qu'on l'a même pas écrit dans le site. En Chine, vous avez une région qui s'appelle Israel Valley, China. Ok. Et, c'est un rapport avec vous? Bien sûr, parce qu'en fait, Edward Kuckerman est un grand ami. Nous avons écrit un livre qui s'appelle Israel Valley, le bouclier technologique de l'innovation. Le livre a été édité en France, il a été réédité, il a été ensuite traduit en chinois, et aujourd'hui nous avons plus de 50 000 exemplaires vendus en Chine. Incroyable. Et ensuite nous l'avons traduit en italien, donc le livre est traduit en italien. Et c'est des gens volontairement qui ont financé, qui ont produit le livre italien d'Israel Valley. Okay. Le livre est traduit actuellement en portugais, il va sortir au Brésil dans les semaines qui viennent. Et nous allons également le faire traduire en américain, en anglais américain. Et en fait, le site est devenu alors c'est pas un empire. Mais c'est devenu quelque chose, une belle marque. Edward Kuckerman a joué un rôle clé pour le livre avec moi. Et ce livre est devenu très complémentaire du site. Donc voilà, c'est une très belle histoire. Ce que ça va devenir à l'avenir, je peux vous le dire. Hein. On veut bien. Je peux vous le dire. Si j'ai pas de problème de santé important ou autre, j'ai envie de créer une sorte de Israel Valley Business School ou quelque chose comme ça. Une école? Une école ou un management school. Une école ou des agile, programmes. Une chose comme ça? En fait, ce qui se passe, vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les Learning Expeditions ici en Israël. Ouais. L'idée, c'est de venir découvrir ici en Israël l'essence de l'entrepreneuriat et autres. Et pas de faire du copier-coller ensuite quand on retourne au pays. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de Learning Expeditions qui viennent ici en Israël. Ça va être des étudiants de Harvard, de Wharton, INSEAD, de HEC et autres, qui viennent ici et qui veulent comprendre comment le système fonctionne. Donc nous avons les réseaux pour expliquer aux Bien étudiants sûr. Et autres ce dont il s'agit. Donc il y a une offre que je suis en train de construire pour proposer tout simplement à des jeunes entrepreneurs
à des vieux entrepreneurs, à des grandes entreprises, des learning expeditions qui leur permettront de mieux comprendre le devenir de l'État d'Israël et le devenir de l'essence même de la Silicon Valley, parce qu'il y a des ingrédients clés. Qui ne se trouvent nulle part ailleurs, sinon tout le monde nous aurait copié. Écoutez, les Marocains ont construit des vallées technologiques, les Italiens, les Espagnols et autres. Il se trouve que les Israéliens font partie des pays qui ont bien réussi en créant un modèle qui est très intéressant, qui intéresse vraiment beaucoup de monde. Et Israël Valley va probablement aller dans ce sens. Alors, je vais juste vous poser une dernière question. On parle beaucoup des exits à l'israélienne. Vous êtes pour que ces sociétés balbutiantes se vendent au démarrage ou pour des sommes astronomiques, ou vous pensez qu'Israël doit mûrir et il est temps de garder un peu notre savoir-faire? Écoutez, Israël ne peut pas vivre sans travailler à l'extérieur. C'est sûr. Donc je vous donne 2 exemples, un qui est personnel et un qui est connu. Il y a une entreprise qui vient juste d'être rachetée, elle s'appelle Mellanox. Elle a été rachetée pour une fortune par une entreprise américaine. Et le patron de Mellanox, qui s'appelle Waldman, a fait un témoignage public en disant écoutez, c'est génial, je vends ma boîte, mais c'est triste également, je suis très triste. Et il vient d'encaisser 220 millions de dollars. Et pourquoi il est très triste ? Parce que finalement, il se rend compte qu'il y a des limites au développement israélien, que les Israéliens, à un moment donné, pour aller plus loin, plus fort et autres, doivent s'allier avec des grandes multinationales. Et voilà, c'est ça le grand phénomène israélien, c'est que les exits peuvent être très bonnes lorsqu'elles permettent, ici en Israël, de garder la recherche et le développement, mais ça peut être désastreux si la vente de la start-up est faite par une entreprise qui va désosser ce savoir-faire. Deuxième exemple personnel, j'ai mes enfants qui sont très impliqués dans la création de start-up et autres, dans le domaine du Bitcoin. Mon fils Jonathan a créé avec son frère Yuval la base numéro 1 du marché israélien. C'est l'agence numéro 1. 65% du marché passe par une société qui s'appelle Bits of Gold dans le Bitcoin. Et ensuite, Jonathan a créé une autre boîte qui s'appelle Kedit. Et Kedit a rassemblé une somme colossale. Je ne veux pas donner les chiffres parce qu'il n'a pas encore publié officiellement, mais c'est vraiment des millions de dollars. Je sais qu'en suivant cette affaire, ce dossier, je serais estomaqué, mais je ne serais pas vraiment surpris qu'à un moment donné, un grand groupe, soit chinois, soit allemand, soit italien, soit américain, rachète la boîte de mon fils. Et d'un autre côté, je pense que l'avantage israélien, il est très simple. Les Israéliens sont très nationalistes. La plupart des Israéliens qui vendent leur boîte à un moment donné restent dans le pays et font ce qu'on appelle des serial inventors. Ils inventent plusieurs choses. Ils continuent d'inventer. Ils continuent. Et ça fait partie des très grandes caractéristiques israéliennes. On vend sa boîte et le lendemain, on continue à faire autre chose, mais pour développer toujours une autre boîte de high-tech. Une autre boîte, une autre idée. Voilà, et ça fait partie de l'aisance. C'est pour ça que c'est pas très grave quand on a une exit. Parce que de toute manière, on perd rien à la fin, on gagne toujours, puisque c'est de l'argent qui rentre pour l'État d'Israël, ça crée de la richesse. Et celui qui l'invente aussi, à un moment donné, il gagne le gros lot, mais il va réinvestir. Il va réinventer encore. Bon, en tout cas, nous, on était ravis de vous accueillir, Monsieur Daniel Roy. On était vraiment contents de parler un peu de la chambre franco-israélienne, ou Israël-France, je ne sais pas comment on peut l'appeler. On peut l'appeler des 2 façons, ou ça fait la confusion. Disons, la dénomination à Jérusalem, dans le Rachat Mahamouto de l'enregistrement, c'est Chambre de commerce Israël-France. Israël-France, d'accord. Voilà, et en fait... on dit franco-israélienne dans langage commun. Quand vous le dites franco-israélienne, ça passe parfaitement, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Merci beaucoup. Longue vie à Israël Valley. Et puis on espère vous retrouver peut-être pour des chroniques régulières. Avec plaisir. Voilà, à bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.